Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il remporté la diplomatie présidentialisée au regard de cet accord de Washington qui a obligé son homologue du Rwanda de se déplacer sous les auspices de Donald Trump pour signer cet accord qui va impulser une nouvelle ère en RD Congo? La question est-elle ainsi? On en parle dans cette émission. Nous allons également évoquer la question de la lutte contre les VIH-Sida, cette journée mondiale qui a été célébrée récemment à Bandalungwa par la Fondation Calix Mounana avec un parterre de médecins. Ce sont nos deux grandes problématiques qui seront au menu. Bonsoir chez vous et bienvenue. C'est parti, des invités sur ces plateaux, ils sont tous médecins, intellectuels de la place. Ils vont devoir se donner à cet exercice de redevabilité, de parler tout à fait des questions institutionnelles, ou soit si vous voulez bien des questions d'information, pour ne pas revenir sur l'accord qui fait débat en RD Congo. Je reçois Dr Arcel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Arcel Lunumbe, je n'ai pas massacré les noms. Non, c'est bien prononcé. Médecin de formation, et puis vous êtes praticien également. Oui, médecin de formation, praticien et médecin de la Fondation Calixte Mounana. Fondation Calixte Mounana. Alors, comment se porte la Fondation Calixte Mounana? La Fondation Calixte Mounana, elle se porte à merveille. Du haut de ses 37 ans, bientôt 38 ans d'existence, elle a toujours été là pour accompagner des personnes, principalement les personnes vivant du VIH-Sida, mais aussi des veuves, des orphelins. Et par extension, elle se charge de s'occuper des personnes vivant avec certaines pathologies chroniques, comme le diabète sucré, l'hypertension artérielle. Et chaque année, à chaque instant, il y a toujours une très bonne organisation en termes d'accompagnement pour toutes ces personnes vulnérables. Voilà. Alors, nous allons parler de la brève historique de la Fondation dans cette émission. Le temps pour moi de recevoir Fidèle Kakoulé. Honorable malheureux, comme on l'a dit, les termes ne sonnent pas très bien. Bonsoir. Bonsoir. Les termes malheureux, oui. Je crois qu'il n'est pas approprié parce que nous avons siégé et les contextes des conflits politiques en République démocratique du Congo ne nous ont pas permis de rester à l'Assemblée nationale. Mais quand cela ne tient, nous continuons toujours à nous battre pour la cause de nos populations. Alors, je dois finir avec la présentation. Vous êtes tout de même un médecin de formation et médecin également de profession. Vous êtes médecin tout de même dans la Fondation Calixte Mounana. Comment vous vous sentez dans cette casquette de médecin au sein de la Fondation Calixte Mounana? Bon, monsieur Vesson, vous savez, en tant que médecin, nous sommes appelés à servir. Et pour moi, je me sens fort aise de servir au sein de la Fondation Calixte Mounana, aux côtés de toutes ces personnes vulnérables, notamment les veuves, les orphelins, les personnes vivant avec handicap. Vous êtes sans oublier que pas plus tard qu'hier, nous avons été dans une grande activité au niveau de Kankokolo. Question toujours d'accompagner les vulnérables. Et je crois que je retrouve plus ma place dans la santé qu'en politique. Ah, très bien, c'est une très bonne tournure. Alors, Arcel Lunumbe, en tant que citoyen congolais, quels sont votre avis quand vous avez constaté cet élan qu'a pris le président Tshisekedi d'asseoir son pays, la République, sur l'échiquier international, avec cet avènement bien entendu de l'accord de Washington? On voit Trump qui joue à la médiation, Tshisekedi pour son pays, Kagame également pour les siens, mais tous dans
l'idée d'apporter une sorte d'autonomie en Afrique, mais principalement la restauration de la paix à l'est du pays. Quelle est votre analyse sur le plan social? Oui, mon analyse en tant que citoyen, je pense que tous les moyens sont bons pour l'avènement de la paix dans la partie orientale de notre pays. Je pense que l'initiative qu'a pris les deux présidents de se rencontrer, c'est une très belle initiative, d'autant plus qu'elle débouchera sur la pacification de notre pays dans sa partie orientale. Moi, je suis de ceux qui pensent que la paix, c'est la base de tout, étant donné que les citoyens dans cette partie du pays, tous les jours, dorment avec la stupeur, ne sachant pas à quel moment ça va bombarder à gauche, à quel moment ça va tirer à droite. Alors si cet accord-là peut déboucher sur l'effectivité de la paix dans cette partie de notre pays, je pense que c'est l'idéal et c'est le souhait de tout citoyen congolais. Mais qu'êtes-vous de ceux qui pensent que cet accord, c'est de l'aventure politique, rien de bon n'en découlera? Bon, je pense que ce n'est pas... ceux qui pensent ainsi n'ont plus tort de penser comme ça, parce que dans ce pays, on a eu à voir plusieurs fois des accords, mais est-ce qu'à chaque fois ces accords ont toujours été respectés? Ça, c'est une question. Et de voir que les gens soient sceptiques sur cet accord, cela n'est que normal. Je pense que la quiétude, l'assurance viendrait du fait qu'on va voir cet accord être mis en pratique et voir que les troupes qui nous agressent se retirent et que l'effectivité de la paix revienne. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas tort d'avoir des inquiétudes. Très bien. Et Fidèle Kakoulé, les gens sont sceptiques pour une poignée de gens. La plupart pensent que cet accord ne produira pas de grands effets, surtout les politiques qui veulent qu'il y ait un dialogue inclusif en RD Congo. Partagez-vous cet avis ou bien vous avez une autre réflexion quant à ça? Bon, vous savez, M. Vesson, lorsque on est porté à diriger tout un peuple, il faut écouter toutes les petites voix qui viennent ça et là. J'aimerais rentrer un peu dans le fond de cet accord. Au cœur de cet accord qui sera signé aujourd'hui à Washington, au cœur de cet accord, c'est discuter minerais de la République démocratique du Congo, notamment des minerais dans la partie Est. Parce que vous êtes sans ignorer que c'est le nœud du problème qui nous a, depuis des décennies, opposés, n'est-ce pas, avec le pays voisin qui est le Rwanda. Alors, de l'autre côté, vous avez au centre les États-Unis. Vous voyez, Donald Trump, c'est un businessman. Pour lui, c'est d'abord les intérêts de l'Amérique, des États-Unis. Et dans cet accord, il y a aussi les États-Unis qui doivent se retrouver là-dedans. Et moi, je me dis, M. Vesson, sans pour autant prendre position, c'est un accord qui vient s'ajouter sur de nombreux autres accords qui ont été signés. Vous êtes à ignorer que notre chef de l'État s'est rencontré avec M. Paul Kagame à Doha. Ce n'est pas la première fois qu'ils vont se rencontrer. Mais la grande question que nous devons nous poser, c'est ça, et c'est là même l'attente de notre population, c'est de voir cet accord nous produire un résultat escompté. Si c'est un accord qui vient s'ajouter aux autres, mais ça ne servira à rien, M. Vesson Mouzoulou. Ça ne servira à rien. Mon confrère vient de dire ici, vous savez, dans ce pays, autant d'accords ont été signés.
Mais qu'en est-il? Alors, le peuple, la population qui est à Goma, la population qui est à Bukavu aujourd'hui, ne s'attend qu'à la paix, au retour effectif de la paix. Moi, je reste encore mitigé, n'est-ce pas, vis-à-vis de cette question. Laissons voir comment les choses vont évoluer. Et si c'est un accord qui va sauver les Congos, ben, ça sera pratiquement une bonne chose. Mais j'aimerais porter cette réflexion pour dire la solution pour recouvrir la paix dans ce pays ne viendra pas exclusivement de l'extérieur. Nous avons des maux qui nous rongent à l'intérieur. On doit résoudre d'abord les problèmes que nous avons dans le pays, réunir les fils et filles de ce pays autour d'une table pour discuter sur des questions existentielles. Et c'est après que nous irons vers l'extérieur avec cette force. N'est-ce pas? Vous dites que l'union fait la force. Lorsqu'on sera unis, là on saura aller vers l'extérieur et, n'est-ce pas, défendre les intérêts de notre pays. Donc pour dire brièvement que je reste encore mitigé vis-à-vis de ce que des résultats qui viendront de cet accord. Alors, on a compris votre position, une question de relance pour que nous puissions boucler avec ces chapitres. Un sentiment mitigé par rapport à cet accord, vous l'avez dit, mais vous soutenez le dialogue qui doit, d'après vous, être le maître mot pour endiguer la crise qui sévit dans la partie orientale. Évidemment. Mais qu'en est-il des acteurs devant être convoqués de cette table ronde? C'est pratiquement tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de l'Union sacrée, que ce soit les centristes. Tous ces gens-là doivent être réunis, même ceux qui sont à l'extérieur. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas caché, beaucoup de nos opposants sont à l'extérieur. Vous voyez, sont à l'extérieur. Et l'opposition armée, hein? Non, même pas l'opposition armée. Je ne veux pas citer des noms ici, mais vous savez qu'il y a des opposants qui sont à l'extérieur, mais qui ne sont pas dans l'opposition armée. Ils ont aussi des points de vue à donner. Effectivement. N'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas réunir tous ces gens-là et discuter Congo, discuter la République, parce que c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce qui nous unit. Moi, je suis de ceux qui pensent que la voie du dialogue, ça sera une des voies salvatrices. Ne soyons pas dispersés dans la recherche de la paix, soyons focus et on va gagner. Arcel Numbe, votre point de vue pour que nous puissions basculer, changer de chapitre. Vous partagez cette grande pensée de l'opposition qui voudrait qu'il faut un dialogue à tout prix avant une autre démarche. C'est vrai que ça a été dit par votre confrère, mais il y a une opposition qui a toujours demandé un dialogue inclusif. Bon, moi je suis de ceux qui pensent que, évidemment, le dialogue est une voie salvatrice, mais cependant, je suis plus ou moins réservé sur la qualité des personnes qui doivent être convoquées autour de cette table. C'est vrai qu'il y a des opposants qui sont des opposants non armés, des opposants qui font une lutte tout à fait républicaine. Moi, je pense que c'est ceux-là qui seront peut-être appelés à cette table ronde. Cependant, des personnes qui, pour leurs intérêts personnels, selon moi, je pense comme ça, sont là à massacrer nos populations. Je suis de ceux qui pensent que ces genres de personnes n'ont pas
un assez grand sentiment de patriotisme. Il y a des personnes, selon moi, que j'estime, qui ne sont pas dignes d'être appelées à cette table ronde. Je ne vais pas citer des noms ici. Cependant, je suis de ceux qui pensent que si dialogue il faut faire le tri des personnes qui ont à cœur de servir la République. Si dialogue il faut faire le tri des personnes devant servir la République. Beaucoup sont ceux qui ont pris les armes pour endeuiller les leurs et ça fâche dans la clameur publique les invités. Ça serait une question à polémique. Là, ce sont les avis des messieurs, j'allais vous appeler Fidel Kakoulé, malheureusement, Arcel Lounombe. Alors, nous allons parler d'une façon approfondie de la Fondation Calixte Mounana, créée depuis le 25 janvier 1989 à Kipushi. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Vous avez célébré par le passé la journée mondiale de lutte contre les VIH-Sida. Hier, c'était la journée dédiée aux personnes vivant en situation de handicap. Vous étiez à Kankokolo. Alors, une brève d'abord historique. Que peut-on retenir et comprendre de la Fondation Calixte Mounana qui est en train de grandir, même ici à Kinshasa? Il faut rappeler qu'à Kinshasa, vous n'aviez pas fait une image grandissante. C'est maintenant que les gens commencent un peu à vous maîtriser. Oui, pour la brève historique, la Fondation Calixte Mounana, comme vous veniez de le dire, est une fondation qui a été créée depuis 1989, précisément le 25 janvier. C'est une fondation à visée philanthropique qui s'occupe principalement des orphelins, des veuves et des personnes en situation de handicap. Et depuis toutes ces années, la Fondation a toujours accompagné toutes ces personnes dans leur autonomisation ainsi qu'à leur inclusion dans la société. Et chaque année, il y a plusieurs activités qui sont organisées, tant sur le plan de la sensibilisation et en ce qui concerne par exemple le VIH-Sida. Chaque année, nous avons toujours célébré au sein de la Fondation cette journée avec FAST. Généralement, nous organisons des campagnes, des sensibilisations qui peuvent prendre pratiquement tout le mois de décembre, avec parfois des grandes campagnes de dépistage. Et aussi, toutes ces personnes que nous dépistons positifs sont accompagnées au sein de la Fondation Calixte Mounana. Donc les œuvres et les réalisations sont tellement nombreuses, nous ne pouvons pas commencer à toutes les énumérer ici, mais de manière succincte, je dirais que la Fondation Calixte Mounana a toujours été là. Ça fait maintenant bientôt 38 ans et a toujours accompagné toutes ces catégories de personnes vulnérables. Fidel Kakoulé, bientôt 38 ans de la Fondation Calixte Mounana. Dites-nous, la visionnaire ou la présidente de cette fondation, quels sont les prétextes l'ayant poussé de mettre en place cette fondation? C'était sur base de quels sentiments? Monsieur Besson, vous savez, Madame Aziza Mounana, c'est une dame de grande vision. Et c'est une dame qui a donné toute sa vie, n'est-ce pas, au service de l'humanité. Le départ, la Fondation Calixte Mounana, au départ, c'est une fondation, comme mon confrère venait de le dire, c'est une fondation à visée philanthropique et à visée non lucrative. L'accompagnement de toutes ces personnes-là, que ce soit les veuves, vous savez qu'à Lubumbashi, il y a au moins plus de 4000 veuves, n'est-ce pas? Ce sont les veuves des civils, les veuves de militaires et tous les autres dépendants qui sont accompagnés. Il y a au moins 3000 personnes de troisième âge qui sont accompagnées au sein de la Fondation Calixte Mounana avec toutes ces pathologies des personnes de troisième âge.
que ce soit les diabètes sucrés. Nous venons d'ailleurs de revenir de Lubumbashi, n'est-ce pas, où nous avons organisé une grande campagne, n'est-ce pas, de dépistage du diabète sucré autour de ces personnes de 3e âge. Et nous les accompagnons, n'est-ce pas, chaque jour. Il y a des médecins qui sont disponibles à Lubumbashi pour consulter ces femmes au quotidien. Et s'il y a une prescription à faire, n'est-ce pas, ou une orientation vers une structure spécialisée, n'est-ce pas, ces médecins sont bien affûtés pour ce travail-là. Au-delà de ces personnes de 3e âge que nous accompagnons, il y a les orphelins. Vous êtes sans ignorer, M. Vincent Muzungu, c'est d'ailleurs une des conséquences de cette guerre meurtrière qui nous est imposée par le Rwanda. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'orphelins de guerre, n'est-ce pas, dans tout le pays. Dans tout le pays. Et la Fondation Calixte Mounana est au centre de l'accompagnement, n'est-ce pas, de tous ces orphelins-là. Les orphelins de guerre, vous savez, lorsque vous avez votre papa, n'est-ce pas, ou votre maman qui a donné sa vie pour défendre le pays, ce que nous pouvons rendre, n'est-ce pas, à cette famille, c'est juste un accompagnement. Et c'est ce que la Fondation Calixte Mounana fait aujourd'hui. Il y a aussi les personnes vivant avec, ou les personnes à situation de handicap, parce qu'aujourd'hui, c'est stigmatisant de parler des personnes vivant avec handicap physique. Des handicapés. On parle maintenant des personnes à situation de handicap. Nous accompagnons toutes ces catégories-là, que ce soit les handicaps physiques, que ce soit les handicaps psychomoteurs. Vous êtes sans ignorer également que l'année passée, nous avons été voir les autistes, n'est-ce pas? Et Madame, son Excellence, Madame la ministre honoraire des Affaires sociales, quand elle était encore aux affaires, elle a pris même un autiste, n'est-ce pas? Question de les réintégrer dans la société. Il a pris Maxime. Oui. Il a pris l'homme au gros ventre. L'homme au gros ventre, n'est-ce pas? Il a pris cet autiste, il a réintégré dans la société, il a amené cet autiste au sein de son cabinet, n'est-ce pas? Question de le mettre... J'apprends qu'il a été chassé après, bien évidemment, le départ de Mme Nathalie Azamounana au cabinet. Non, ben vous savez, je ne peux pas me mettre dans cette polémique vaine, mais la vérité est connue de tous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, vous comprenez que c'est un travail titanesque que son Excellence, Madame Nathalie Azizamounana, accompli au sein de notre pays. Et elle a besoin de l'accompagnement, n'est-ce pas, de tous. Et nous, en tant que médecins, nous n'avons qu'à offrir nos services pour servir la Fondation. Kinshasa, la Fondation Calixte Mounana mobilise contre les VIH-Sida à Bandalungwa en marge de la Journée mondiale de lutte contre les VIH-Sida célébrée le 1er décembre 2025. La Fondation Calixte Mounana, conduite par sa présidente Nathalie Aziza, a organisé une grande activité de sensibilisation dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa. L'événement s'est tenu à l'école Ango Ango où plusieurs milliers de personnes ont répondu présents. Monsieur Arcel Onombe, vous étiez sur place, vous avez sensibilisé les élèves, parents d'élèves, même enseignants. Dites-nous, quand vous sensibilisez contre les VIH-Sida, quels sont les messages impactants que vous apportez sur terrain pour que cela soit compris avec beaucoup de facilité? Le message, quand on sensibilise, premièrement, nous voyons la catégorie des personnes en face. Alors, en fonction de la catégorie des personnes que nous sensibilisons, nous avons un message spécifique. Et pour le cas échéant, nous étions
dans l'école que vous avez citée, Ango, oui. Et là, nous avions affaire majoritairement aux élèves, les élèves de cette école-là, de l'école secondaire principalement. Nous leur avons apporté le message de se protéger. Et que qui dit se protéger, c'est d'abord connaître la maladie, c'est quoi le VIH-Sida et comment faire pour l'éviter. Parce que vous êtes peut-être sans ignorer que actuellement, il y a plus un grand nombre de nouvelles infections dans la tranche d'âge qui va entre 14 et 25 ans. La population jeune aujourd'hui est plus concernée par cette pathologie parce que on dit qu'il y a une sorte de juvénilisation de l'épidémie. L'épidémie a tendance à plus affecter plus les jeunes actuellement. Et étant donné que nous étions devant un auditoire majoritairement jeune, nous avons plus insisté sur les moyens d'éviter de contracter cette maladie. Et en fonction, hier, vous êtes aussi sans ignorer que, bien que c'était la journée mondiale des personnes en situation de handicap, nous nous sommes retrouvés devant une autre catégorie de personnes. C'était des vaillants, nos vaillants militaires, oui, des blessés de guerre, tout ça. Alors, à eux aussi, nous avons eu un message particulier, étant donné que ce sont des personnes adultes, sexuellement actifs pour la plupart. On leur a montré les meilleures façons de se protéger. Et à ce genre de personnes, j'ai toujours dit, ça c'est mon point de vue, que la meilleure façon de se protéger, c'est d'avoir, si vous avez un partenaire sexuel occasionnel, il n'y a pas à aller à gauche, à droite, porter un préservatif. C'est tout simplement ça. Et si vous êtes un homme marié ou une femme mariée, la meilleure façon de se protéger, c'est de rester fidèle à votre conjoint. Voilà un peu comment est-ce que nous essayons de sensibiliser et d'orienter les messages en fonction des personnes que nous avons en face. Très bien. Fidèle Kakoulé, revenons sur les moyens, surtout quand vous êtes devant un auditoire composé des enfants. Le cas de votre descente à Bandalungwa, le 1er décembre, devant des milliers d'élèves. Quand on parle des moyens, qu'est-ce que vous amenez comme matériel didactique pour que les enfants comprennent très bien le message? Oui, merci M. Vesson. Devant une population aussi jeune comme celle que nous avons eue à Bandalungwa et à Bandal, n'est-ce pas? Les messages doivent être simples. Et tout en restant les plus pudiques possibles, n'est-ce pas? C'est d'abord dire aux enfants c'est quoi le VIH, n'est-ce pas? C'est d'abord définir le VIH. Nous avons défini le VIH avec les enfants étant les virus, n'est-ce pas, d'immunodéficience humaine. C'est une abréviation. Vous comprenez? Et le virus, c'est un micro-organisme. C'est un micro-organisme qui vient et qui attaque notre corps. Et lorsque les enfants comprennent que voilà, il y a une agression, n'est-ce pas, qui vient de l'extérieur, un micro-organisme qu'on appelle VIH, qui vient et qui affecte, n'est-ce pas, notre corps, les enfants doivent comprendre maintenant, avec des exemples très simples, comment ces micro-organismes-là vont nous amener à développer la maladie. À développer la maladie et comment est-ce que la personne va présenter toute la symptomatologie, c'est-à-dire les signes cliniques liés à l'agression de notre organisme. Nous avons donné un exemple
Très simple. D'ailleurs, c'est une question d'actualité. Vous savez que notre pays est agressé. N'est-ce pas? Prenons notre pays comme notre corps humain qui subit une agression. N'est-ce pas? Ces agresseurs, c'est les virus. Dans les cas d'espèce, c'est le VIH. Maintenant, lorsque nous sommes agressés, en nous, par exemple, pour notre pays, nous avons notre système de défense, notre armée, les FARDC. C'est les FARDC qui vont nous défendre. Mais lorsque les FARDC, n'est-ce pas, ne sont pas à mesure de défendre le pays, l'ennemi va faire quoi? L'ennemi va entrer, il va nous attaquer, il va attaquer tout notre corps et il va ouvrir une porte pour toutes les autres maladies que nous appelons de pathologies opportunistes qui accompagnent, n'est-ce pas, cette ouverture que les virus s'est faite. Ce sont des exemples simples que nous donnons aux enfants pour expliquer la maladie, mais aussi nous allons, n'est-ce pas, comment s'est fait la transmission de cette maladie. Une question de curiosité. Quand on parle des activités sur terrain, il y a le côté où les fonds sont débloqués. Généralement, c'est la cuisine interne, on n'en parle pas. Mais d'après mes recherches, on dit qu'il y a vraiment un paquet colossal qui est mis en jeu. Qui finance la fondation? Mais est-ce important toujours de faire ce genre d'activités quand on sait que vous n'êtes plus aux affaires? Au sein de la fondation, nous avons un principe. Nous avons un principe. Et là, je me rappelle du parrain de la fondation, M. Vincent Compagnie, qui disait « J'ai reçu et j'ai donné ». N'est-ce pas? On n'a pas assez. Vous savez qu'on peut faire des grandes choses avec les minimums. C'est une question d'organisation. C'est une question de volonté. Le conteneur avec des vivres et non-vivres que nous avons vus à Kankokolo, est-ce qu'il faudrait dire que c'était minimisable ou bien il y a eu vraiment beaucoup d'argent qui a été engagé pour la cause des vulnérables? C'est une question de volonté, M. Vincent Mouzoulou. Lorsqu'on veut aider, on ne voit pas combien on va débourser. Si c'est pour une cause noble, il faut le faire. Il faut le faire. Une question polémique. Vous le faites parce que vous comptez retourner au gouvernement. Question de se faire une bonne santé dans l'opinion, qu'on sente que, mais voilà, écoutez, ils sont hors du gouvernement, mais ils vibrent comme si de rien n'était. Vous savez, beaucoup de politiciens qui sont... que nous voyons aujourd'hui, qui pullulent aujourd'hui, n'ont pas une expérience de bientôt 40 ans. Que son excellence... Une expérience dans l'humanitaire. Une expérience dans les domaines socio-humanitaires de 40 ans. Avant qu'elle ne soit dans la politique, elle a accompli ses activités. Vous savez, elle a été... c'est pas pour parler de sa personne. Oui, c'est pas pour la cajoler. C'est pas pour la cajoler. Avant d'entrer dans la politique, elle faisait ses activités. Tout jeune. Elle est entrée dans la politique en tant que députée provinciale dans le Haut-Katanga, élue dans les territoires de Kipushi. Et très vite, elle a été remarquée. Il a été nommé dans les gouvernements à l'époque, je ne vais pas citer les noms, à l'époque, comme ministre provincial en charge du genre famille-enfant dans le Haut-Katanga. Dans les élections de 2023, elle a été massivement élue à Kipushi. Et de ces élections, à l'issue, elle est
devenue députée nationale. Très vite, elle a été repérée par les chefs de l'État. Elle a accédé aux fonctions de ministre national, n'est-ce pas, des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale. Mais elle a toute une expérience de plus de 40 ans. Ne parlons pas que, voilà, elle fait tout ça pour se faire voir. Non, mais c'est sa vie. C'est sa vie. Elle ne force pas ce qu'elle fait. Elle ne force pas, c'est sa nature. Alors, Arcel Lunombe, la question de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida, c'est une question qui fâche en termes de mécanismes. Comment lutter contre cette stigmatisation? Oui, comme vous venez de le dire, la stigmatisation, c'est quelque chose sur laquelle on travaille. Parce que aujourd'hui, il est vraiment possible d'avoir une vie normale quand on a le VIH-Sida. Et ça, tout le monde doit le savoir. Le temps où la personne vivant avec le VIH était pointée du doigt est révolu. Et quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour que cette stigmatisation cesse? Parce que la stigmatisation, il faut le souligner, elle est à plusieurs niveaux. Même au niveau médical, au niveau de la société. Aujourd'hui, il y a des personnes peut-être qui ne sont pas suffisamment formées sur la maladie, qui sont des personnes pourtant personnels soignants, qui ont un regard méprisant sur les personnes vivant avec le VIH. La conséquence, c'est quoi? Si les personnes vivant avec le VIH-Sida sont stigmatisées, elles auront tendance à se cacher. Et une fois que la personne se cache, ça veut dire qu'elle n'a même pas le courage d'aller à l'hôpital. Alors qu'à l'hôpital, c'est là où elle peut facilement être suivie, avoir son traitement. Cette personne se cache et elle développe la maladie, elle devient plus contagieuse. Ça, c'est au niveau médical, mais au niveau de la société aussi. Puisque une personne vivant avec le VIH-Sida est pointée du doigt, est moquée, est reléguée au dernier rang, cette personne aura tendance à se cacher. Elle aura tendance à ne pas révéler son statut. Alors, si une personne a tendance à n'a même pas la possibilité de s'affirmer telle qu'elle est, ça veut dire que ça devient une personne dangereuse pour la société. Moi, je pense qu'à la longue, il faudra peut-être penser même créer des organisations entre personnes vivant avec le VIH pour réclamer haut et fort, au vu de tout le monde, les droits qui leur reviennent. Ça serait une manière de dédramatiser le VIH-Sida. Qu'aujourd'hui, une personne porteuse de VIH-Sida n'ait pas honte de passer, de dire que je suis porteur de VIH-Sida, parce que c'est une maladie qui aujourd'hui n'est... ce n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas du tout une maladie honteuse. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont attrapé cette maladie, qui sont tout à fait victimes. Parce que dans les voies de transmission de cette maladie, il y a des voies telles que l'utilisation des objets tranchants. Il y a des personnes, je donne un exemple banal. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se font tatouer. Vous voyez, ces objets, tous ces objets qu'on utilise pour se faire tatouer, ce sont des objets tranchants. Qu'en est-il de leur stérilisation? Or que ces aiguilles-là peuvent être passées d'une personne à une autre. Et ces personnes-là peuvent attraper le VIH-Sida. Cette personne est une personne victime. Ce n'est pas une personne à stigmatiser dans la société. Voyez-vous? Donc nous devons retenir que quand on a cette maladie, on n'est pas condamné à mort parce qu'on nous dit que c'est une maladie macabre qui évoquerait la mort. Quand on a cette maladie, c'est un chèque en blanc pour aller dans l'au-delà. Pas du tout. Aujourd'hui, il est possible de vivre avec le VIH comme toute autre personne. Aujourd'hui, une personne porteuse du VIH-Sida peut se marier, peut avoir des enfants, peut vieillir. C'est question que cette personne-là soit suivie et traitée.
et qu'elle soit capable de maintenir ce que nous appelons dans des termes médicaux sa charge virale indétectable. Si une personne a une charge virale indétectable, cette personne n'est pas contagieuse, pas du tout. Elle peut vivre sainement, elle peut vivre longtemps, comme toute autre personne. Alors, vous avez parlé que si cette personne est consciente et que la prise en charge est assurée, cette personne a la facilité de vivre plus longtemps que possible. Tout à fait. Alors, est-ce qu'au niveau de la fondation, cette parenthèse est ouverte pour la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida? La prise en charge, elle est exclusivement faite par, comme vous le savez, le financement de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida est principalement assuré par des partenaires extérieurs qui soutiennent les programmes nationaux. Et en ce qui concerne les médicaments que ces personnes prennent, qu'on appelle des antirétroviraux, ce sont des médicaments qui sont exclusivement donnés au niveau des centres où ces personnes-là sont prises en charge. Au niveau de la fondation, nous ne savons pas donner des antirétroviraux par exemple, mais nous savons que ces personnes peuvent à un moment ou à un autre développer certaines autres maladies, et c'est dans ce sens-là que la fondation peut accompagner. C'est dans ce sens-là que la fondation peut intervenir. Très bien, c'est clair. Fidèle Kakule, il y a une question pour vous. Qu'est-ce que le traitement antirétroviral ARV, c'est ça qu'on abrège, okay. Et pourquoi est-il important de les suivre scrupuleusement? Merci, M. Vesson, mais je voudrais... rebondir sur un élément. Allez-y. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les textes légaux et réglementaires protègent les personnes en situation les personnes vivant avec le VIH-Sida. Lorsque une personne qui a cette maladie se sent stigmatisée, n'est-ce pas? Elle peut porter plainte. Mais il a tous les droits. Vous ne pouvez pas refuser à quelqu'un du travail. Il a toutes les compétences, n'est-ce pas, requises, mais vous lui refusez du travail parce qu'il a cette maladie. Ce n'est pas une fatalité. Cette personne a le plein droit d'aller se plaindre, n'est-ce pas? Toute forme de stigmatisation est punissable par la loi. Mais il faut dire aussi, M. Vesson, que lorsque vous avez cette maladie, vous êtes conscient que vous avez la maladie et que vous voulez maintenant faire une transmission volontaire, c'est aussi punissable par la loi. Mais comment on va détecter? C'est aussi punissable par la loi. Vous avez la maladie et vous voulez le transmettre cela de manière volontaire pour emporter tout le monde. Vous serez aussi puni par la loi. Alors, pour arriver maintenant à votre question, vous savez, les traitements aux ARV, c'est un traitement au long cours, n'est-ce pas? C'est un traitement au long cours. C'est-à-dire que vous allez prendre ces traitements toute votre vie durant. Et c'est un traitement qu'il faut respecter. Pourquoi? Parce que ces traitements permettent d'abord de protéger nos cellules de défense, les CD4. N'est-ce pas? Ce sont ces cellules-là qui défendent notre corps. Donc quand vous prenez ces traitements-là, vous protégez vos cellules protectrices. Et là, vous ne serez pas exposé, n'est-ce pas, à toutes les autres pathologies opportunistes qui accompagnent les VIH-Sida. Mais aussi, ce traitement vous permet, comme mon confrère l'a dit, de réduire votre charge virale. Simplement, pour dire réduire la charge virale, c'est-à-dire réduire la quantité, dans les termes simples, la quantité de
des virus, jusqu'au point, n'est-ce pas, que la charge virale sera indétectable. Et à ce niveau-là, c'est là que la magie de la médecine intervient. Ok. À ce niveau-là... Chuter, parce que nous avons... merci. À ce niveau-là, n'est-ce pas, vous pouvez arriver à ne pas transmettre la maladie. N'est-ce pas? Même si vous êtes exposé, vous partez avec... Donc une personne sous traitement peut-elle mener une vie normale? Évidemment, ce n'est pas une fatalité aujourd'hui. Ailleurs, on doit aller vers là. Ailleurs, le sida est devenu comme ces autres pathologies, les paludismes et tout. Quelqu'un, il arrive dans une structure de santé, n'est-ce pas? Il vient, il dit, je suis venu pour récupérer mes ARV. Et il ne serait pas vu avec un œil mon cœur, non. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle. Monsieur Arcel, on a fini cet entretien. Une dernière question. Le message clé que les jeunes qui nous ont suivis peuvent retenir. Le message clé, c'est que le VIH-Sida existe encore. La plupart des jeunes ont tendance à l'ignorer. Et pourtant, cette maladie, actuellement, il est prouvé qu'elle concerne plus les jeunes que les personnes adultes. Comme je venais de le dire, il y a des études qui ont été faites qui prouvent qu'aujourd'hui, le VIH-Sida a évolué de plus de 15% dans la population jeune entre 15 et 25 ans. Informez-vous sur les VIH-Sida, chers jeunes, et transmettez l'information. Parce que le VIH-Sida, c'est un fléau, c'est un adversaire commun que nous devons combattre et vaincre ensemble. Alors, je vous dis merci à vous deux. Je rappelle que vous êtes médecin des formations et médecin également sur le plan professionnel. Vous êtes Arcel Lunumbe et membre de la Fondation Calix Monana. Vous êtes Fidèle Kakoulé, médecin, mais aussi un homme politique parce que vous allez rebondir en 2028. Je suis en train de lire entre les lignes les actions qui se pointent qui se profilent à l'horizon. Merci d'être passé et nous allons nous retrouver très prochainement. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, pour l'attention soutenue. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir pour parler de la République. À toutes et à tous. À très vite.